sommes aujourd'hui avec Sonia Fenner d'Altixia, Bonjour. Jean-Christophe Antoine de Voisin, Atlan, et Raphaël Delplanque de Venture Real Estate, lui qui est au Luxembourg. Donc pourquoi ces trois personnages sont présents? Parce qu'ils représentent pour nous l'ensemble des typologies d'investissement sur lesquelles on veut être présent, et puis des enveloppes chez Raphaël qui commencent à 125 000 euros minimum, et puis des enveloppes qui sont plus accessibles pour Jean-Christophe Antoine et Sonia Fenner, avec des thématiques d'investissement qui sont aussi sur des géographies complémentaires les unes aux autres, des secteurs d'activité complémentaires des unes aux autres. Donc le but, c'est d'offrir une véritable, avec trois personnes, un véritable tour d'horizon des différents secteurs. Comme je le disais en préambule, ça y est, j'ai un petit sondage à lancer juste au démarrage, donc je vais sélectionner un sondage le temps que, voilà, je sélectionne un sondage. Votre sentiment actuel par rapport à l'immobilier de bureau, je lance le sondage, comme ça, vous pouvez répondre aux quelques questions. Le sentiment actuel par rapport à l'immobilier de bureau, est-ce que vous n'êtes pas rassuré? Est-ce que le télétravail n'est pas une menace? Le secteur est clairement trop cher. Vous avez la possibilité de répondre. C'est un questionnaire à choix multiples autorisé. C'est-à-dire vous pouvez répondre, vous pouvez cocher les trois cases si ça vous dit. Ça me semble important. Je referai un petit sondage dans le courant de notre webinaire. Petite question que je disais dont je parlais tout à l'heure. Les gros gérants d'actifs sont en train d'arriver sur le secteur de l'immobilier alors qu'ils n'y étaient pas. Ce que nous disions tout à l'heure, c'est que Pictet est un très très gros gérant d'actifs suisse qui gère des centaines de milliards de francs suisses, d'euros et de dollars, va arriver à monter la part immobilière jusqu'à 20% de ses portefeuilles, ce qui est quand même un point très important. Je vais fermer le sondage en vous disant simplement que 71% sont pas rassurés par les conditions actuelles, et par contre 43% nous disent que le télétravail n'est pas une menace, et personne ne nous dit que le secteur est clairement trop cher. Voilà. Donc, première question. Hop là. J'ai fait une petite bêtise de manipulation, mais je vais y arriver. Hop là, ça y est. J'ai plus d'image, donc mais vous me voyez, hein, on est bien d'accord? Vous me voyez toujours? Oui. Oui, voilà. Bon. Oui. Et donc, première question, ça va être dans l'ordre Sonia, puis Jean-Christophe et enfin Raphaël. Un petit retour sur ces quelques mois de confinement, déconfinement, en disant voilà comment ça a été, comment vous l'avez perçu en quelques mots. Plutôt pas la catastrophe annoncée, mais en quelques mots, voilà comment, avec quelques exemples, comment ça s'est passé pour vous, voilà, sur ces quelques mois qui viennent de se passer. Écoutez, oui, merci déjà de cette intervention, et je vais plutôt être positive puisque je trouve que même si le redémarrage est lent, ça s'est plutôt extrêmement bien passé. Déjà, le confinement s'est bien passé puisqu'on a pu tenir toujours d'un point de vue opérationnel l'activité, donc accueillir les clients, les distributeurs. La collecte a continué, même s'il s'est nettement ralenti, on sent, ça y est, que ça redémarre. Ce qui est intéressant également, c'est que les investissements ont vraiment également redémarré, ce qui est un point clé, puisque pendant le confinement, on a pu faire les acquisitions, on avait fait les visites préalablement au confinement, et il y a eu un T3 un peu mou, puisque là, nous n'avions pas eu le temps de faire les visites pendant cette période du confinement. Donc ça, c'est un point positif. Et deuxième point positif qu'on voit, c'est que globalement, la situation de nos locataires se rétablit très bien, que le niveau d'encaissement du T3 est conforme à un niveau traditionnel, voire même mieux, c'est que nous avions des cellules vacantes d'actifs neufs que nous venions de recevoir, et on arrive à les louer. Donc post-confinement, on va finir par atteindre un taux d'occupation de 100% sur nos 2 actifs neufs, avec plus de 5 cellules louées. Donc ça, c'est un très bon signe, donc plutôt très positif. D'accord. Jean-Christophe, pour Voisin. Je ne vais pas dire le contraire. Non, mais globalement, c'est positif. La collecte a ralenti, mais on a été relativement épargné sur l'épargne-pierre, avec un postulat de départ qui est de surperformer le rendement des SCPI depuis plusieurs années. Donc, on est épargne-pierre et 3e en matière de collecte des SCPI, avec près de 240 millions 220 millions, pardon, au premier semestre.
Donc, c'est moins 10% par rapport à l'année 2019. Donc, on est à peu près dans les mêmes proportions. Ce qui est important de noter, donc, les épargnants ont continué à nous faire confiance et à faire confiance à la stratégie qu'on a mise en place. Pas de problème de liquidité. Il y a eu des retraits à hauteur de 0,90%. Donc, et ils ont été totalement respectés. Donc, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Sur la partie, effectivement, gestion, puisque Épargne Pierre, je vous le rappelle, c'est quand même plus de 450 locataires, plus de 200 immeubles, donc il y en a eu beaucoup à gérer. Donc, c'était aussi le postulat de départ de notre gestion, c'est une gestion de proximité. On n'a jamais voulu externaliser la gestion des loyers et la gestion des charges, donc proximité du locataire. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est essentiellement les bureaux, il n'y a pas eu de problème. On pourra revenir sur cette partie bureau. Aucun problème de recouvrement de loyer sur la partie bureau. Tout a été encaissé et au cours du deuxième trimestre. La partie commerce frappé de fermeture, ça a donné lieu effectivement à des négociations. Aujourd'hui, ces négociations, elles ont pris différentes formes, soit sur certains commerces, annulation de loyer beaucoup plus modéré que prévu. C'est de l'ordre globalement de 1 mois. Pour vous donner un ordre d'idée, les annulations de loyer représentent à peu près 2,70% du loyer annuel de la SCPI. Donc l'impact est relativement faible et ça s'est fait en contrepartie d'allongement de la durée des baux avec les locataires. Donc ça, et tout sont payés. Globalement, le taux de recouvrement du deuxième trimestre, il est de l'ordre de 95%. Donc c'est un très beau taux de recouvrement. Et là aussi, on a voulu agir vite pour pas avoir des impayés qui traînent et ensuite qui se transforment en contentieux. Donc, on a été très proactif sur cette partie-là. Donc ça, c'est quelque chose de réglé. Comme le disait Sonia, recouvrement du troisième trimestre, il est normal. Et l'inquiétude, tu le disais tout à l'heure, dans un climat anxiogène, moi j'insisterai aussi sur les problématiques de défaillance ou de congé. En tout cas, on ne l'a pas ressenti sur nos patrimoines. Les défaillances d'entreprise, ça représente 0,60 et ça a été uniquement 2 magasins, la Halle aux vêtements, dont un est en train d'être pris par Beaumanoir. Donc, ça a été très faible comme impact. Et les congés dus au Covid, à part un congé d'Air France sur 1000 mètres qui représente 0,20 ou 0,10% du loyer annuel, c'est le seul congé qu'on peut attribuer au Covid et on n'a pas eu une recrudescence de congés de la part des locataires. Donc ça, c'est sur la partie gestion, donc ce qui nous amène effectivement à un DDM qui est revu à la hausse par rapport à nos prévisions juste après le confinement. Et dernier aspect sur l'investissement, pour prendre le même cadre que Sonia, l'investissement, effectivement, les investissements se sont continués et avec la baisse de la collecte, on a revu la voilure à la baisse, mais sachant on était endetté à 4%, on avait une possibilité aussi de recourir à l'endettement si on trouvait des opportunités. Aujourd'hui, on a fini notre plan d'investissement 2020 globalement. On est dans l'épure de ce que l'on souhaitait en termes d'objectifs de taux de rendement pour avoir des actifs qui soient relutifs pour la performance. On en citera quelques exemples. Et si vous voulez effectivement que je vous donne mon point de vue sur le marché d'investissement et sur les segments, on pourra y revenir tout à l'heure, de même que sur le télétravail. Tiens, Jean-Christophe, du coup, il a répondu à 3 questions en même temps. Sonia, des hôtels chez vous ou pas? Oui, nous avons dans un OPCI 2 hôtels en cours de construction en VFA à Tours et donc on a eu une valorisation au 31 mars, au 30 juin par un expert externe et en fait ils nous ont bien maintenu notre valorisation. Pourquoi? Parce que c'est des hôtels en cours de construction qui sont livrés l'année prochaine, qui sont un super emplacement, qui ne sont pas liés à la clientèle internationale. Donc on a plutôt une belle plus-value en vue sur ces actifs-là, mais pas d'hôtels en activité. En fait, pour Sonia Fener, Alticcia a une spécificité qui est d'acheter en VFA souvent, donc ce qui est une approche qui est complémentaire. C'est pour ça que ça peut être intéressant de l'avoir en complément. Et on y reviendra un petit peu. Raphaël, donc présent sur la France, très peu le Luxembourg, la Belgique, le Portugal un petit peu, enfin le Portugal quand même, Ouais. ça grossit en ce moment, Oui. et puis un petit peu peut-être en Espagne pour certaines opportunités. Donc le point là de ces derniers mois, Raphaël. Oui, voilà, je pense que je vais rejoindre le point de vue de Jean-Christophe et Sonia. En fait, on a eu
Pas trop d'impact au niveau du Covid sur le T2. Donc, nos recouvrements de loyers ont été parfaitement conformes. Notre diversification a joué beaucoup. On est investi en France, mais nous sommes également investis en Belgique, au Portugal et un tout petit peu à Luxembourg. Pas encore en Espagne, mais nous sommes en train de sonder le marché, de préparer des opérations en Espagne pour 2021. Donc à ce niveau-là, la diversification sur 70 actifs et environ 230 locataires a porté ses fruits. Et nous avions une exposition au commerce et à tout ce qui était restaurant de 3,8%. Donc on n'a pas eu d'impact majeur par rapport à ça. On a eu de la casse au niveau des locataires correspondant à moins de 0,1% de notre état locatif. Donc, on était très satisfait de la façon dont nous avons traversé le Covid. Au départ, ce n'était quand même pas, comme le disait Jean-Christophe, c'était une situation inconnue, donc c'était un peu compliqué de jauger la situation. Mais après coup, on se rend compte que voilà, les choses se sont bien passées. Et pour le T3, on n'a pas de problématique non plus. Donc, je dirais qu'on est dans une situation tout à fait normale, grâce quelque part aux aides d'État et au refinancement que les États ont fait auprès des banques centrales. Donc de ce point de vue, pas de problématique à notre niveau. Une petite question, je vais faire dans l'autre sens. Maintenant, bon, vous allez annoncer une performance. Globalement, vous commencez à avoir une idée de la performance que vous pourriez faire cette année. Bon, avec des pincettes, hein, puisque enfin, on n'est pas sûr aujourd'hui encore totalement de cette performance-là, mais a priori, tous les trois, vous êtes sur des produits qui vont donner un peu plus de 5%. Est-ce que c'est 5% parce que vous versez tout ce que vous aurez eu cette année? Est-ce que c'est 5% parce que on en garde un peu sous le pied, on sait pas ce que ce que ça peut donner, quitte à en redonner un peu plus l'année prochaine? Raphaël, dans quelle politique, puisque vous êtes déjà plutôt sur une base d'un peu plus de 5% de rendement déjà dans ce que vous avez donné aux 2 premiers trimestres? Oui, en fait, on a une performance pour le premier semestre de plus 2,82%, donc ce qui est très bien. Alors, nous avons je dirais une prévision relativement, je dirais, médiane par rapport au scénario que nous voulons avoir. Nous n'estimons pas que nous allons connaître un retournement en V de l'économie. On pense qu'on va retourner sur des niveaux de 2019 du PIB aux alentours de 2022, ce qui est assez conforme à ce que dit la Banque mondiale. Et donc, on estime, si vous voulez, qu'on va avoir un retournement positif graduel. Donc, dans ce cadre-là, nous allons continuer à gérer notre parc avec des actifs qui ne sont pas des actifs prime. Donc, notre parc se situe sur des zones de secondaire, donc ce qui nous provoque un rendement de loyer sur prix d'acquisition qui correspond au rendement que notre objectif de 6% que nous voulons fournir à nos investisseurs. Donc là, on est parfaitement en conformité avec notre cahier des charges. On trouve aujourd'hui des actifs à acheter qui correspondent encore à ce cahier des charges. Par contre, ce que l'on ne voit pas, c'est je dirais, une braderie au niveau des actifs que l'on est en cours d'achat aujourd'hui. Ouais. Donc, Raphaël, aujourd'hui, vous êtes plutôt parti sur un peu plus de 5% sur cette année, et vous avez plutôt à garder un peu de gras pour l'année prochaine? Oui, on a une vision un peu prudente, c'est-à-dire que l'objectif que nous avons est de fournir un rendement de 6%. Ah, on a une petite pause sur Raphaël. Bon, le temps que ça revienne, Raphaël, ne nous en veut pas. Je pose la question à Jean-Christophe. Jean-Christophe, vous avez annoncé jusqu'à maintenant plutôt un objectif de 5,20 sur l'épargne Pierre de mémoire. Plutôt, est-ce que c'est ce que vous allez viser et servir en gardant un petit peu de rab, ou comment vous voyez les choses? L'actualisation qu'on a faite aujourd'hui, et si la situation se maintient telle qu'elle est actuellement, on a une fourchette de dividendes de distribution qui va se situer entre 5,30 et 5,50. Aujourd'hui, on est plus proche de 5,50, mais par prudence, on aime bien donner une fourchette plus basse. Mais globalement, on est plutôt dans une distribution de 5,50 sans distribution de report à nouveau. Donc, on maintient le report à nouveau et on ne touche pas au report à nouveau pour l'instant. Donc, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, et on a quand même une bonne vision de la fin de l'année. Il y aura plus à part une défaillance d'entreprise,
ou un problème grave, on a tout géré, les acquisitions sont planifiées. Donc voilà, on a une bonne vision sur l'atterrissage 2020, mais l'idée effectivement c'est de conserver le report à nouveau et de distribuer peut-être un peu moins que le résultat et d'arriver aux alentours de 5,50. D'accord, très bien. Merci au moins pour cette réponse. Sonia, donc il y a deux SCPI à cadence 12 d'un côté et puis ça y est, j'ai un petit trou, commerce de l'autre côté. On vous avait mis en avant cadence 12 dans les documents que vous nous avez fait passer. Bon, est-ce que aujourd'hui, vous, par rapport à l'objectif que vous êtes fixé, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Vous pensez à un atterrissage à quel niveau? Et toujours pareil, est-ce que c'est toujours une approche prudente ou est-ce que, comme d'autres, vous dites non, on distribue tout? Alors, mon passé d'assureur fait que je reste prudent dans l'âme, mais vraiment éternellement prudente. Donc, les deux SCPI seront au-dessus de 5% en termes de rendement. Altixia Commerce, pour l'instant, est autour de 5. Altixia Cadence 12 autour de 5,13, sachant qu'on maintient, on garde notre report à nouveau. On en dépensera peut-être un peu. Pour l'instant, on regarde, mais on veut rester de toute façon sur ces niveaux entre 5 et 6%, notamment parce qu'on a pris un peu de retard pour les investissements. Je veux vraiment qu'on profite des opportunités à venir, plutôt que d'acheter tout et n'importe quoi aujourd'hui. Donc voilà, plutôt avoir une remontée du rendement dans les années 2021-2022. On a retrouvé Raphaël, merci Sonia. Voilà. Merci. Raphaël, donc voilà, on est parti. Donc en résumé, on est parti plutôt sur une performance cette année, quoi, qui devrait atterrir à 5,50 à peu près, par rapport à l'objectif annuel de 6. Voilà, c'est exactement l'objectif que l'on a pour cette année, absolument. D'accord. Et sachant que a priori, c'est plutôt de la mise entre guillemets au frigo que vous faites. Oui, voilà. Aujourd'hui, je dirais notre parc est bien investi. C'est un parc qui est très fortement loué. On est encore en phase d'acquisition pour environ 15% de nos avoirs. Et donc notre objectif justement est de profiter d'opportunités actuelles. Mais comme je le disais, il n'y a pas de braderie des actifs en ce moment. Je pense pas qu'il y en aura. Et au contraire, le marché va rester compétitif et voilà, il faudra bien acheter et toujours dans cette optique de gestion sécurisée de notre parc sur des actifs qui ne sont pas des actifs prime et qui fournissent une rentabilité. Je vais lancer un petit sondage justement qui est très très bref puisqu'il n'y a que deux questions et qui sont exclusives l'une de l'autre et pour annoncer c'est est-ce que vous pensez que les SCPI doivent se spécialiser, absolument se spécialiser, ou est-ce que vous pensez que les SCPI au contraire doivent se diversifier? On va parler des secteurs d'investissement juste après. Et donc un petit temps de vote pour que vous puissiez nous dire si vous pensez-vous qu'il faut plutôt que les SCPI soient chacune spécialisées dans un secteur, un domaine ou une zone géographique, ou est-ce qu'au contraire, la solution est plutôt dans la diversification. Voilà, on est à 42% de votants, donc je demandais aux 60% silencieux de bien vouloir essayer de nous donner un vote. Dès qu'on sera à 75, voilà, ça y est, on dépasse les 50%. On pourra voilà, encore deux votants et on va pouvoir clôturer ce petit vote. Et je vais poser la question, voilà, 83%. Donc en fait, pour l'instant, il y a une stricte égalité. Donc s'il y en a un dernier qui veut voter juste pour arrêter la stricte égalité avant que je ferme le sondage, il y en a un qui n'a pas voté qui pourrait faire pencher la balance l'un ou l'autre. Bon, je vais fermer, on va rester sur 50-50. Donc voilà, aujourd'hui, on a 50% qui pensent qu'il faut se spécialiser, 50% qui pensent qu'il faut au contraire se diversifier. Sonia, votre approche là-dessus, cette réponse? Je vais vous dire que je suis 50-50 puisque j'ai une SCPI diversifiée et une SCPI spécialisée. Donc, je pense vraiment que c'est très complémentaire. Vous avez les épargnants qui veulent faire leur propre allocation d'actifs, qui ont leur propre conviction et qui vont vouloir faire un panier d'SCPI spécialisés. Et vous avez les épargnants qui se disent, à la rigueur, je ne m'en occupe pas, je fais confiance au gérant d'aller choisir de façon opportuniste le meilleur à l'instant. Donc pour moi, les deux sont aussi importants. Après, je pense vraiment que dans l'avenir, on va arriver, si on utilise le langage financier, c'est plus une question de spécialisation ou pas, mais de stock picking. Parce que même si vous êtes spécialisé, il va vraiment falloir regarder encore plus attentivement, certes l'emplacement, on en parle toujours, mais la qualité des locataires et la qualité de la transformation de votre bâtiment. Dans 10 ans, vous en faites quoi? Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne regardait peut-être pas assez, qu'il va falloir regarder d'autant plus, puisqu'on voit bien que l'avenir bouge vite et il faut avoir des actifs qui soient extrêmement adaptables à ce qui va se passer demain. Donc les deux.
On parlera de mutation tout à l'heure, Sonia, excusez-moi de vous avoir coupé. On parlera par mutation tout à fait tout à l'heure. Jean-Christophe, alors Jean-Christophe, lui, non, même s'il est cohérent, il va dire diversification parce qu'il a quand même plutôt que des supports diversifiés. Jean-Christophe. Non, 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 mais bon, après, moi, je suis, voilà, j'ai 35 ans de SCPI. La SCPI, au départ, c'était uniquement diversifié. Effectivement, pour des sujets de marketing et de conflit d'intérêts entre les fonds, on est arrivé de plus en plus avec des SCPI spécialisés qui sont plus faciles à vendre. Effectivement, on est spécialisé commerce, on est spécialisé bureau, on est spécialisé santé. Donc, en termes de vente, c'est beaucoup plus simple de vendre un produit pur. Et effectivement, on a une SCPI pure commerce également. On a une SCPI qui est plutôt pure bureau et plutôt orientée Rhône-Alpes. Et puis épargne-pierre qui est effectivement diversifiée. Moi, je pense que quand on atteint une taille importante et une capitalisation importante, il vaut mieux une diversifiée. Et on le voit bien aujourd'hui, si on était dans une logique de n'acheter que du bureau dans un moment de marché qui n'est peut-être pas favorable, c'est pas forcément très bon et que vous n'avez pas le choix d'arrêter, vous aurez à partir de ce moment-là le choix d'arrêter la collecte pour le bien de vos associés. Et encore une fois, on reviendra sur est-ce qu'il faut acheter des bureaux ou pas. C'est pas ce que je dis aujourd'hui. Je pense qu'il faut être attentiste pour vous donner une partie de la réponse. Donc effectivement, je suis plus vers le diversifié. Aujourd'hui, nous, en termes d'investissement, on est plus dans une position d'attente pour voir ce qui va arriver. La correction des prix, elle ne va pas être énorme. Elle a déjà commencé pour la partie commerce. On va en parler après, juste après. Donc voilà, globalement, sur un gros fonds, je suis plus sur une diversifiée pour avoir beaucoup plus de mutualisation et de choisir les opportunités. Christophe, il a peur qu'on lui coupe la parole. Du coup, il dit tout, il répond à toutes les questions que j'ai posées avant pour être sûr de pouvoir avoir dit ce qu'il pense. Bon, Raphaël, diversifié, mais pas que. Alors oui, clairement diversifié parce que dans notre fonds, donc son historique et son origine, c'était de créer un véhicule d'investissement et de l'immobilier physique pour des grands patrimoines en diversification des actifs financiers. Donc clairement une vue diversifiée. Ça se traduit aussi par une diversification géographique sur la France, comme tu le disais, Louis, la France, la Belgique, le Portugal. Et aussi différentes typologies d'actifs, différentes typologies de locataires. Donc nous, on a clairement une vue de diversification, justement pour avoir un outil, un véhicule d'investissement qui puisse passer des moments comme ceux que l'on vit. D'accord. Une petite question rapidement, un tour rapide pour le pourcentage quel pourcentage de passifs 40% de mémoire chez Venturi V7, un petit peu moins de 40? Nous, aujourd'hui, on est environ à 50%. 50%, d'accord. Oui. Jean-Christophe, du coup, tu as peut-être monté, puisque tu as peut-être monté ton taux d'endettement ou pas? On était à 4% en décembre et on va être à 10% à la fin de l'année. Sauf si se présente une opportunité et on augmentera l'endettement. Pour l'instant, on devrait être à 10% en fin d'année. D'accord. Et Sonia, endettement, pas endettement? On est associé, on est à 24% et de toute façon, on restera toujours entre 20 et 30%, mais aujourd'hui, ce serait dommage de ne pas bénéficier des taux bas qui vont rester pas longtemps. D'accord. C'est aussi une manière de soutenir le rendement. Je suis très convaincue sur le sujet. D'accord. Bon. Alors, en parlant secteur, très rapidement, aujourd'hui, on voit tout le monde dans certains articles qui disent oui, mais nous, on va faire de la santé, nous, on va faire de la SC, certains vendeurs de la SCPI nous parlent, ils vont faire que de la logistique, d'autres que de la santé, ainsi de suite. En logistique, je rappelle que la SCPI du secteur qui est spécialisée logistique vient d'acheter son 6e actif en termes de diversification, alors qu'elle pèse 19 millions aujourd'hui, donc c'est quand même difficile de dire à l'ensemble des épargnants français qu'on a une SCPI crédible quand on a que 19 millions en stock et 5 actifs. Donc, en termes de diversification, c'est quand même un tout petit peu léger. Donc, voilà pourquoi nous ne sommes pas allés dessus. En termes de santé, on retrouve des actifs qui sont la SCPI spécialisée en santé, finalement, n'a que 40% d'actifs qui sont vraiment de la santé. Et les autres, c'est tout à fait autre chose. Donc, ça plaide pour la diversification. Vous, est-ce qu'il y a des secteurs, alors en dehors de ce que vous avez, spécifiquement commerce ou autre chose, est-ce qu'il y a des secteurs, quel est votre avis par rapport au secteur, effet de mode, pas effet de mode, résilience, pas résilience, voilà, rapidement un point sur les secteurs que vous regardez, ceux que vous regardez pas. Voilà. Sonia. Mais tous les secteurs là, dont on parle. Ah non, mais simplement en disant, voilà, moi, ça m'intéresse pas, je m'intéresse à ça uniquement, voilà.
Alors, je vais commencer par effectivement rebondir sur les locaux d'activité, puisque c'est quelque chose qu'on a beaucoup regardé, puisque l'activité commerce peut rentrer dans la SCPI commerce. Très sincèrement, aujourd'hui, je trouve que c'est un vrai phénomène de mode, ce qui fait que les prix sont très chers. C'est des emplacements en général qui sont vraiment pas très bons. Et alors, dans 10 ans, votre actif, vous en faites quoi? Franchement, aujourd'hui, voilà, je ne nie pas que si je trouve une belle opportunité, j'irai, mais j'ai pas été fan de tout ce qu'on a pu voir à l'instant T. Après, si on prend le secteur plus global du commerce, on reste convaincu par le commerce, mais en étant très spécifique à nouveau, toujours depuis le début, c'est notre stratégie, c'est les commerces de pieds d'immeubles et qui répondent à des besoins clients, que ce soit alimentaire, bricolage, etc. Donc, on évite l'habillement. Les petits retail parks, ils fonctionnent très bien aujourd'hui, tout ce qui est restauration, loisirs. Donc, commerce, on va être toujours sur cette typologie, répondre à un besoin client s'il a besoin de se distraire, voilà, mais pas l'habillement. Et après, bureau, on en parlera plus en détail, mais je pense que autant le Covid n'a fait que accélérer sur le commerce ce qui se passait avant, et on le voit là, il était en difficulté avant, ils sont en faillite maintenant. Par contre, le bureau, il va y avoir des vraies transformations à moyen terme, mais ça peut aller plus vite qu'on imagine, puisque je vois aujourd'hui des grosses entreprises Île-de-France avec des grosses surfaces qui réduisent déjà leur surface. Donc, je reste convaincue sur les bureaux, mais en région, ou alors vraiment parisiens, et des petites surfaces, puisque de toute façon, à chaque fois que vous avez une activité de travail, vous avez quand même une surface minimum que vous occupez, vous ne pouvez pas tout réduire. L'hôtel, je reste convaincue sur l'hôtel, mais voilà, c'est plutôt les hôtels qui n'ont pas la clientèle internationale, les hôtels en région, mais il faut attendre encore un petit peu. Après, il peut y avoir d'autres pépites d'activités qu'il faut regarder, mais avant tout, c'est plutôt la qualité du bâtiment, nous, qu'on va regarder, et son réemploi dans 10 ans, puisque vous pouvez acheter des bureaux aujourd'hui qui se transforment demain en commerce et vice-versa. Donc, c'est vraiment plutôt la logique. Qu'est-ce que j'en fais dans 10 ans? Jean-Christophe, alors, juste une petite question sur le télétravail. C'était dans mon teaser, ma petite vidéo, je vous ai mis aussi, vous pouvez regarder. Facebook 14 mai, Facebook dit tout le monde sera en télétravail jusqu'à 2021-2022. Et le 14 septembre, Facebook achète un siège de 40 000 m² à côté de Washington. Bon, juste comme ça, soit dit en passant. Vas-y, Jean-Christophe. Pour le coup, je vais vous donner quelques exemples très, très factuels. Dans mon ancienne maison généraliste, qui avait déjà commencé le télétravail, les flex office déjà avant le confinement, avait un ratio de 0,85 de surface de local pour un utilisateur. Ils vont passer à 0,75 et ils vident un immeuble de plus. Boursorama est en train de dire tous mes acteurs en front office, je les passe de façon obligatoire en télétravail à 90% de leur temps. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, hein, mais c'est ce qu'il fait et il est en train de vider 2 plateaux supplémentaires. Donc ça va beaucoup plus vite que ce que j'imaginais à l'instant T. D'accord. Jean-Christophe. Je vais essayer par segment. Donc, logistique, attention, tu dis logistique, la SCPI que tu citais, elle ne fait pas de la logistique. Hein. Pour moi, elle fait des locaux d'activité, ce qu'elle appelle logistique. Encore une fois, logistique, c'est des immeubles de plus de 5 000 ou 10 000. Et pourquoi ça attire? C'est parce qu'on pense qu'Amazon est le seul locataire. Si Amazon est le seul locataire, bon courage quand il y aura des problèmes. Et surtout, vous êtes entre les mains d'un seul locataire en face de vous et c'est lui qui a le manche hein, et qui va vous frapper. Sur les locaux d'activité, moi je partage l'avis de Sonia, il y a un effet de mode, tout est question de la prime de risque. Si vous avez, c'est des locaux PME, PMI qui ont leur clientèle, donc vous trouverez des locaux PME, des sociétés qui voudront louer ces locaux, nous on en a acheté. Après, effectivement, la période qu'on a vue, il y avait un prix qui était relativement élevé. Là, le prix est en train de changer, la prime de risque va être réelle. Donc, ça a un intérêt, effectivement, si vous l'achetez à des conditions qui sont intéressantes et si les critères d'investissement, en placement, qualité locataire sont bons. Donc, locaux d'activité, c'est à regarder. Commerce, bon, alors si vous regardez Unibail et Klépierre, vous vous dites qu'il ne faut pas aller sur les commerces. Attention sur les commerces. Moi, je pense qu'il faut être opportuniste sur les commerces et qu'il va y avoir des affaires intéressantes à réaliser. On met à part les centres commerciaux, on met à part les qui vont être impactés et qui sont fortement impactés. C'est pas, je pense qu'il y a très peu de SCPI, en tout cas, c'est ni le cas ni celle de Sonia ni la nôtre, d'avoir des centres commerciaux. Et on est toujours resté à l'écart des centres commerciaux, loyer trop cher, charges trop élevées. Et là, ils sont dans une vraie problématique, c'est comment recréer du flux parce qu'ils vivent sur la densité. Donc, ça va souffrir très fortement. Tout ce qui est commerce de luxe et qui n'est pas aussi l'objectif des SCPI, qui n'achètent pas des commerces avenue Montaigne, ça va souffrir et il va y avoir des baisses de loyer. Et ça va parce qu'avant que les touristes reviennent, il va se passer 1 an et demi ou 2 ans. Donc, 2 segments commerce où là, il faut être très prudent et plutôt s'écarter.
partie retail, on le voit à la fois sur le patrimoine qu'on a eu, qu'on gère. Globalement, ça s'est bien passé. La reprise a été plus importante que prévu parce que les loyers sont pas chers, parce qu'il y a très peu de charges et que les gens étaient plus propices à aller dans les magasins moins denses. Donc ça résiste. Il y a une correction des prix sur certains actifs et n'oubliez pas aussi le moratoire qui a été prononcé par le gouvernement sur les nouvelles zones commerciales. Donc là, on est en train de limiter l'offre, ce qui est très bon pour les propriétaires parce qu'on est en train de créer un effet de rareté. Il n'arrivera peut-être pas tout de suite parce qu'il va y avoir des enseignes qui vont libérer des locaux. On a vu le cas d'Alinéa, etc. Donc ça peut créer une offre supplémentaire immédiate, mais moi je reste persuadé que les retail parks, avec une correction des prix, peuvent avoir un effet relutif sur un patrimoine de SCPI et qu'il faut s'y intéresser. Et enfin, les pieds d'immeubles, effectivement, commerce de proximité, hors prêt-à-porter, ça a tout son sens aujourd'hui avec la logique et les mouvements, les enjeux sociétaux qui se mettent en place. Bureau, je suis attentiste, on va avoir une augmentation de l'offre qui pour moi sera davantage due à la crise qu'au télétravail. C'est-à-dire qu'on était dans un marché tendu qui n'était pas sur offreur. Les demandes, aujourd'hui, la crise est arrivée. Les sociétés vont pas déménager pour prendre plus de surface. Elles vont réduire leur surface ou elles vont reporter leur déménagement. Donc, on va avoir une baisse de la demande, une augmentation du taux de vacances qui était faible. Donc, on ne part pas d'un marché qui était en crise. Sur le télétravail, je voudrais dire 2 mots par rapport au bureau. Et je pense, et comme le rappelait aujourd'hui, le bureau, les prix n'ont pas été corrigés. La prime de risque, elle n'a pas été augmentée. Alors, ça se comprend à Paris Intramuros où il y a de l'argent, des liquidités, on voit des transactions qui se font à moins de 3%, encore sur des immeubles parisiens, ce qui n'est pas notre marché, mais ça continue à se faire, avec de la concurrence entre les acteurs. Après, je pense que sur les immeubles SCPI, qu'on a l'habitude de regarder, effectivement, il peut y avoir une correction des prix et ça peut être intéressant de se positionner sur les bureaux en intégrant tous les nouveaux enjeux. Télétravail, 2 mots. Je vous rappelle quand même, pour nos auditeurs, que les SCPI ont été créés fin des années 60. Depuis 1974, on a vécu 5 crises immobilières majeures. 74, 81, avec l'arrivée de François Mitterrand, libération de l'agrément, fin des années 89, marché complètement déséquilibré, 90, 95, l'Internet 2000 et la crise de Lehman Brothers 2008. Et globalement, si vous faites le TRI des SCPI pendant cette période, c'est-à-dire 40 ans, le TRI, il est de 9%. Donc, vous voyez bien que les acteurs, et c'était essentiellement des SCPI qui ont investi dans les bureaux, elles ont passé ces crises, elles ont su les surmonter, elles ont su les s'adapter, et on continuera à s'adapter et à être effectivement très, très vigilant à ce qui se passe. Donc, moi, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Il faut être très vigilant, il faut être prudent. Je pense qu'il y a une correction. Santé, il ne faut pas croire que tous les secteurs, que certains secteurs sont à l'abri. La santé, oui, ça reste un actif intéressant. Maintenant, il va falloir voir ce qui va se passer parce que de nouvelles obligations vont peser sur les EHPAD, sur les résidences seniors, avec des recrutements en masse qui vont devoir être faits, qui vont déséquilibrer les comptes d'exploitation, mais la santé reste un secteur porteur. Et après, effectivement, il ne faut pas jeter le tourisme. Sonia l'a rappelé, tous les hôtels ne vont pas mourir. Aussi, d'autres activités de tourisme vont repartir. Et c'est justement dans des marchés où on est en crise qu'il y aura des opportunités à saisir. Donc, je pense que chaque segment est différent, mais qu'il y aura des opportunités. Et ça, j'en suis persuadé. Mais il ne faut pas jeter tout avec l'eau du bain. Et juste une chose sur le télétravail, excusez-moi, je suis un peu bavard, mais quand même, rappelez-vous, alors si on regarde l'effet brut pour l'entreprise, c'est parfait. L'entreprise, elle se dit, je mets tout le monde en télétravail, je vais baisser mon coût de l'immobilier. Il y a une étude qui a été faite par la Banque de France qui montrait qu'effectivement, le coût de l'immobilier, le coût de la dépense immobilière par rapport à la valeur ajoutée était de 6% en 2001, il est passé de 8% en 2020. Quand vous lisez ça de manière brute, vous vous disiez oui, effectivement, c'est très intéressant pour les entreprises de se dire on va se libérer de surface, payer moins de loyer. Ça ne prend pas en compte une chose, c'est que depuis 2008, les immeubles en termes de qualité ont terriblement augmenté avec l'intégration de mesures environnementales, de normes techniques
qui sont à prendre en compte et qui a augmenté le coût des immeubles. Avec la difficulté d'embauche, le lieu de travail devenait un argument important pour embaucher les talents. Et ça sera vrai aussi demain. Et de plus, aujourd'hui, vous avez peut-être vu la discussion patronat-syndicat. Ça fait depuis le début de l'été que patronat et syndicats essayent de faire des conclusions sur le télétravail en vue d'une négociation. Le patronat a dit non, moi je ne veux pas de négociation interprofessionnelle, je veux une négociation au niveau de chaque entreprise. Les syndicats disant non, les syndicats sont opposés au tout télétravail, il faut bien le savoir, parce qu'ils craignent effectivement un contrôle sur le travail qui va être fait chez les salariés et une ubérisation des salariés. C'est-à-dire que demain, pourquoi une entreprise ne dirait pas à un salarié, à une assistante ou à un comptable, ben non, on ne va pas de salarié, on va te donner un contrat, tu es auto-entrepreneur, tu restes chez toi, etc. Donc, il y a encore beaucoup de problèmes qui sont à lever. Donc, il faut être attentif, il faut être vigilant. Il y a des nouveaux aménagements qui vont être faits dans les bureaux, il y a de la dédensification. On va avoir une augmentation de l'offre, mais les bureaux ne sont pas morts. Raphaël, pour compléter dans plutôt les secteurs géographiques, puisque toi, par rapport à l'ensemble, tu es quand même très européen dans ta manière d'investir. Donc, je vais te poser plutôt la question sur les secteurs géographiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es très, très, très majoritairement en France, tu as une vision européenne. Qu'est-ce que tu penses dans le secteur d'investissement? Est-ce qu'il y a un pays qui est plus intéressant qu'un autre? Voilà, quelle est ta vision plutôt dans le secteur, on va dire cette fois-ci géographique? Alors, par rapport à la géographie, donc, nous sommes en train d'investir assez massivement donc, en Belgique, qui pour nous est un marché qui présente d'excellents fondamentaux. Et donc, on rachète aujourd'hui de façon assez opportuniste, on est en train de le faire, des bureaux à Bruxelles, près du quartier européen. Et donc là, on voit qu'on obtient des qualités de bâtiment donc, assez bonnes par rapport à la moyenne de ce que l'on voit en France, avec une qualité de locataire très bonne et des loyers relativement supérieurs à ce que l'on peut avoir en France. Donc clairement pour nous, la Belgique est vraiment un pays un peu plus petit, un peu moins liquide, mais en tout cas un pays de niche et un pays stable. Donc clairement, la Belgique pour nous est une opportunité. A peut-être été moins aussi touché peut-être par le Covid que la France, ou en tout cas avec des contraintes moins fortes. Le Portugal l'est également. Donc le Portugal est un peu un plus petit pays. Donc là, on est très sélectif sur ce pays. Et là, nous sommes en train de racheter de la logistique du dernier kilomètre près de Lisbonne, donc sur des taux qui sont bien plus attractifs que ce que l'on peut voir en France. Donc cette logique, on ne pourrait pas la mener en France, mais on la mène au Portugal. Donc ça sont des secteurs géographiques qui sont assez différents de la France et qui viennent compléter notre patrimoine français. Donc à aujourd'hui, on a un peu moins de 70% d'investissement qui est en France, on est vers 66-67% en France, et le reste est à l'international. Et l'international, en l'occurrence la Belgique, va progresser dans nos allocations dans les mois qui viennent. Comme je vous disais, on a du cash en ce moment, et donc on privilégie la Belgique pour acheter. Donc voilà, au niveau des bureaux, par contre, en France, on a un petit peu la même réflexion que Sonia et que Jean-Christophe. Donc nous sommes actifs dans des métropoles régionales ou en périphérie. Donc on n'a pas cette volatilité de bureaux prime et autres. Donc on n'a pas de problématique en ce moment. Et pour rejoindre la thématique, pour essayer d'un peu faire court, pour rejoindre la problématique du télétravail, je pense qu'il y a une donnée qui doit être analysée de façon extrêmement détaillée, c'est la productivité. Aujourd'hui, on se dit, ben voilà, pour les employeurs, c'est bien, je dirais les employés sont en télétravail, ça coûte moins cher, moins de surface, etc. Pour l'employé, c'est pas forcément c'est quelque chose de bien, moins de trajets, plus de flexibilité. Par contre, il y a un point qui est important et je pense que vous l'avez rencontré dans vos entreprises, c'est la productivité. Quand le Covid démarre, vous avez pendant un mois ou un mois et demi, vous avez du télétravail. Je dirais que vous maîtrisez encore les choses. Quand vous faites de façon récurrente plus de 50% de votre temps en télétravail, vous avez, en tout cas, nous, on a constaté une perte de productivité. Et donc, ça, c'est important. Les équipes se parlent moins, les équipes sont moins au courant des choses. Et donc, de façon inhérente au télétravail, la productivité baisse. Et ça va être un des grands enjeux majeurs de demain. C'est que si le télétravail a vocation à progresser, et il progressera certainement,
il passera par, je dirais, des facteurs qui amélioreront cette productivité ou maintiendront cette productivité. Ça, c'est un point extrêmement important et je pense que l'avenir du télétravail sera aussi dépendant de ce facteur. Bon, alors maintenant… Oui, mais je suis vraiment pas du tout d'accord avec ce qui est dit pour avoir vécu l'expérience où il y a plus de 400 personnes en télétravail 2 jours par semaine et ça a duré plus de 2 ans et demi. Sincèrement, ça marche très bien. C'est vrai que les entreprises vont devoir réapprendre à organiser leur travail différemment, à organiser leurs équipes différemment, mais autant les collaborateurs que l'entreprise étaient très satisfaits, notamment parce que le lieu de travail doit être repensé et vous avez des espaces beaucoup plus conviviaux, des espaces justement plutôt, non pas de bureau, mais de salle de réunion, de brainstorming, de créativité, d'échange quand ils viennent au bureau. Mais je pense que vous l'aurez, le télétravail, alors pas à 50%, je suis d'accord, hein, mais ça va Alors, être… je parlais de la norme de 50%. Donc, si on prend les cas c'était 2 extrêmes, jours par semaine. 2 jours par semaine. de télétravail, de mon humble avis, je pense que c'est dommageable pour la productivité. Avoir un jour et demi de télétravail par semaine, c'est quelque chose qu'une entreprise peut facilement absorber, je pense. Vous verrez, après, c'est pas adapté à toutes les populations. En fait, vous Mais… n'êtes pas loin. Répondre En à fait, vous êtes à peu près d'accord. Hein, vous êtes à peu près d'accord. Puisqu'en fait, Sonia parle de 2 jours, Raphaël dit jusqu'à 1 jour et demi, et Jean-Christophe… Non, mais c'est la même chose. Le télétravail, ça va s'imposer dans une journée à 2 jours. Ça ne sera jamais la totalité. Là, Sonia parle de compagnie d'assurance où ils sont 1000 personnes, 2000 personnes. Il n'y a pas de communication. Ils ont essayé de gérer la communication. Quand vous voyez comment ces entreprises aujourd'hui reprennent le travail, mais s'il y a 20% des salariés au sein de ces entreprises, c'est le maximum. Donc, il y a un vrai problème. Je vous rappellerai, et ce n'est pas pour dire le télétravail n'aura pas d'impact. On aura les bureaux et on aura le télétravail. Les bureaux vont être repensés. Je vous donne juste une illustration. IBM, tout le monde en télétravail en 2009. Au bout de 2 ans, IBM dit à ses salariés, soit vous revenez au bureau, soit vous êtes licencié. C'était le choix, le dilemme qu'on leur proposait. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu, et comme le disait Raphaël, il y a eu 20 trimestres de baisse du chiffre d'affaires. C'est qu'à un moment, la productivité s'en est ressentie. Alors, il n'y a pas eu sans doute que cette raison. Il faut pas aussi, il faut être un peu plus nuancé. Mais encore une fois, on va avoir un mode de travail où il y aura plus d'unicité du lieu de travail. Il y aura effectivement une partie en télétravail et une partie au bureau. Mais attention aux négociations, patronat syndicat, la pièce en plus, parce que autant on est relativement égaux au bureau, dans le poste de travail, plus ou moins, autant on est totalement inégaux dans son logement. Oui. Rappelez-vous. Et le jeune cadre avec son enfant qui a un 2 pièces, il va dire, mais attendez, vous me payez ma pièce supplémentaire, vous me payez mes fournitures. Donc voilà, on va regarder ça avec passion, mais c'est très intéressant. On pourra faire un webinaire sur le sujet en entier. Là, je vais un petit peu avancer avant qu'on fasse une première conclusion. On va passer sur un tout petit sondage brièvement. Donc, la question, c'est à partir de quel rendement trouvez-vous intéressant un portefeuille investi sur l'immobilier tertiaire? Donc là, vous avez la possibilité de dire à partir de 4 à 5%, je trouve, 4 à 5%, je trouve ça intéressant. Entre 5 et 6%, au-dessus de 6%. Alors bien sûr, tout le monde serait tenté de dire au-dessus de 6% si on peut nous le délivrer, mais je pense qu'il faut peut-être répondre avec pas mal d'objectivité sur la question, et c'est ce qui va moi après me permettre de faire un premier tour d'horizon avant de passer aux questions des internautes et les questions que j'ai eues un petit peu avant. Allez, encore un petit vote. Ça y est, ça va assez vite. Donc, on a quand même 89% qui nous dit entre 5 et 6% et on a 11% entre 4 et 5%, personnes au-dessus de 6%. Donc, les gens sont plutôt raisonnables. Et après, a priori, ils ont écouté, puisque si vous avez écouté, vous avez tous entendu que les rendements servis seraient entre 5 et 6. Donc, nous avons quand même un auditoire qui écoute ce qu'on lui dit, donc ça tombe bien. Je vous propose de faire 1 minute chacun et de tenir cette minute par rapport à quelque chose que vous voudriez rajouter. Puis après, on va poser aux questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez aller dans le chat où vous avez un petit symbole avec un crayon et vous pouvez me poser vos questions par là. Et donc, on va donner à chacun 1 minute pour rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire. Bien sûr, tout ceci est trop court, mais en tout cas, voilà. Sonia. Non, je dirais
Je reste convaincue que l'avantage de l'immobilier, c'est un actif qui a fait ses preuves justement encore plus d'une fois durant cette crise. C'est un actif qui est résilient, qui est tangible. Par contre, c'est vrai qu'il y a des vrais locataires dedans et aujourd'hui, la proximité, Jean-Christophe le disait, je pense que la proximité avec le locataire, ça fait vraiment la différence avec les sociétés de gestion qui n'ont pas cette proximité. Parce que vous êtes là vraiment pour les accompagner non seulement pour qu'ils payent leur loyer, mais également pour les aider à faire du business. Nous, on leur a développé des sites Instagram, etc., pour les aider à redévelopper leur activité commerciale. Donc, c'est bien parce que ça redevient une approche très humaine, je trouve. On a une approche humaine avec nos partenaires, avec nos clients, mais également avec nos locataires. Et ça, je pense que ça changera aussi la façon dont eux vont rester de façon pérenne dans les actifs immobiliers qu'on leur propose. D'accord. Donc voilà, une vraie collaboration et pas que uniquement relever les compteurs en fin de trimestre ou en début de trimestre. Jean-Christophe, Je suis parfaitement d'accord avec Sonia. Moi, je vais simplement vous illustrer par une acquisition qu'on a pu réaliser. Tu as passé la photo tout à l'heure, mais effectivement, pendant cette période de Covid, je pense aussi qu'on vit quelque chose d'intéressant et les opportunités vont se faire par les sell and leaseback des entreprises. Ils vont vendre une partie de leurs actifs et là, ça peut être intéressant. Et effectivement, et on a beaucoup d'informations parce qu'on a beaucoup de relations avec les banquiers. Donc, on a beaucoup de relations avec les banquiers qui nous donnent des informations, et c'est le cas en l'occurrence d'un immeuble qu'on a acheté à Toulouse. Alors, Toulouse, c'est une ville dont il faut se méfier aujourd'hui avec son exposition aéronautique, c'est clair. Là, on vient de racheter un immeuble, si tu peux peut-être passer l'image. je vais passer l'image, oui, l'Oncopole. Donc, Ça, vous la voyez? Ouais. Vous voyez l'image ou pas? Oui, c'est bon. En fait, pour vous illustrer ce que peut acheter les SCPI et qui est beaucoup plus vigilante aujourd'hui sur encore plus que d'habitude sur le secteur d'activité du locataire. Donc ça, c'est des locaux qui sont loués à Pierre Fabre, que Pierre Fabre occupe depuis 2009. Donc Pierre Fabre, je vous rappelle que c'est spécialiste sur la recherche contre le cancer et aussi spécialiste de tous les produits dermatologiques. Donc on a acheté cet actif effectivement avec un bail ferme de 9 ans, de 12 ans, dont 9 ans sécurisés, sur une valeur locative de 100 €. Donc véritablement, là, on a à la fois la pérennité du locataire dans une activité qui effectivement est plutôt sécurisante aujourd'hui et très résiliente et sur des loyers qui sont très faibles, sachant qu'effectivement à l'intérieur, les équipements mis par le locataire valent plus cher que l'immeuble lui-même et que les médicaments qui sont développés sont à l'adresse de l'immeuble. Donc, s'il doit déménager, c'est très compliqué pour lui. Donc, c'est une petite information que je vous livre. Les laboratoires médicaux, quand ils sont installés à un endroit, c'est très compliqué pour eux de déménager. Bon. Et donc, voilà, donc des opportunités sur le fait que des entreprises peut-être se dégageraient de leur immobilier avec des beaux fermes, voire fermes assez longtemps. Raphaël, une petite minute en essayant de tenir la minute sur quelque chose à rajouter ou… Je vais faire très court, donc je suis entièrement d'accord avec ce que Sonia et Jean-Christophe ont rajouté. Nous allons être opportunistes, comme je le disais, sur les acquisitions que nous allons faire. On a aussi un accompagnement qui est très fort de nos locataires parce que nous avons internalisé l'ensemble de la chaîne par rapport à l'asset management et au property management. Donc ça, c'est une vraie force. Et cette proximité avec le locataire est extrêmement importante, surtout dans des moments tels que ceux-ci. Donc voilà, on a vraiment un outil qui permet une diversification par rapport à un patrimoine et surtout qui permet, grâce à l'immobilier, de voir un patrimoine tangible des locataires et avoir une visibilité peut-être plus grande que sur les marchés financiers aujourd'hui. Donc en fait, contrairement à un article qui est paru en disant les SCPI n'ont pas forcément gagné la bataille contre le Covid, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. En tout cas, le secteur de l'investissement dans l'immobilier tertiaire a montré une certaine solidité, résilience et une capacité aujourd'hui à délivrer un rendement régulier dans une période de taux particulièrement bas. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que là, on a parlé tous autour de l'écran de un peu plus de 5% de rendement pour l'année 2020, après des années fastes et peut-être avant des années qui seront finalement avec les opportunités de même niveau, dans une période où le taux sans risque est négatif et on lançait quelque chose, aller chercher des taux de la performance régulière et positive, c'est pas évident. Et en plus, vous la distribuez cette performance, enfin
Sonia et Jean-Christophe distribuent la performance, Raphaël, lui, il la capitalise. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux réouvrir les micros si jamais vous levez la main pour réouvrir des micros si vous avez des questions. D'ailleurs, je vais ouvrir tous les micros. Je vais ouvrir tous les micros si jamais vous voulez poser une question. Normalement, ça va pas marcher tous les micros. Autrement, vous pouvez lever la main si jamais quelqu'un veut lever la main pour poser une question ou par le chat. Parce que voilà, on a fait le temps prévu, mais si vous avez une question, non, je vois pas de, je vais ouvrir les micros un par un. Alors, si votre micro n'est plus en orange, ça veut dire qu'il est activé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Bon, pas de questions. En tout cas, sachez que si vous avez une question pour Sonia, une question pour Jean-Christophe, une question pour Raphaël, vous n'hésitez pas, je pourrai toujours leur transmettre le cas échéant. Vous pourrez retrouver d'ici normalement demain soir ou au plus tard samedi cette vidéo qui sera montée sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, on a sur la précédente vidéo encore pas mal de vues. Donc nous, clairement, ce webinaire, on l'a mis en place parce que nous réouvrons les souscriptions parce que toute la période d'attente a confirmé que on avait été prudent et on avait eu raison de l'être, mais aujourd'hui, pas mal d'éléments nous confirment que l'on peut revenir sur cette classe d'actifs. Et donc, vous avez en face de vous nos partenaires avec lesquels on le fera. Merci beaucoup, Sonia. Donc, la spécificité, c'est un revenu mensuel chez Sonia. Tu as fait là la cadence 12 qui nous permet d'avoir un revenu mensuel. Voilà, avec une bonne complémentarité avec les actifs de Jean-Christophe, donc qui est Jean-Christophe qui est quand même connu la plupart des crises dont il a parlé. Voilà, et toujours sur le pont. Et puis Raphaël, on peut mettre en Venture Real Estate à partir de 125 000 € dans les portefeuilles en direct, mais aussi dans les contrats d'assurance vie luxembourgeois. On peut le mettre jusqu'à 90% d'un contrat d'assurance vie ou capitalisation luxembourgeois. Merci à tous pour votre présence et votre écoute. Et je vous dis à très vite pour un futur webinaire qui se concernera le crowdlending et crowdfunding. Voilà, à très bientôt.